Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à la littérature française. Le dossier du jour s'intéressera à l'édition. Au sommaire également de cette émission, Alassane Ouattara investi président de la Côte d'Ivoire ce mardi. Quelles devront être ses priorités pour que son pays conserve sa place de leader de l'espace CEDEAO? Nous en parlerons ce soir. Et puis le Parlement de l'Union africaine plaide pour la création d'un instrument dédié au financement de l'électrification de l'Afrique. Où trouver les fonds? Ils sont avec nous autour de ce plateau pour tenter de répondre à cette question. Il s'agit bien évidemment de nos éditorialistes. Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira de votre accueil et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Jean-François Akandje-Kambé. Jean-François, bienvenue parmi nous. Bonsoir à toutes et à tous et à Amira naturellement. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Alassane Ouattara aborde officiellement un second mandat. Le président ivoirien a prêté serment ce mardi à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, en présence notamment de chefs d'État africains, de son équipe de campagne, de ses proches et de son équipe gouvernementale. Un sujet d'Arwa Barkala. Le président Alassane Ouattara investi pour un second mandat. Ce mardi 3 novembre 2015, le président ivoirien a prêté serment en présence de nombreux chefs d'État, de ses proches et de son équipe de campagne. L'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan du programme de son précédent mandat que le président réélu veut continuer à mettre en œuvre. Au plan de la relance économique, nous avons réussi à remettre l'économie ivoirienne sur la voie de la croissance. C'est ainsi que nous avons pu créer en 4 ans plus de 2 millions d'emplois. Nous avons également augmenté les revenus de la grande majorité des Ivoiriens, tant dans le milieu rural, le secteur public, que dans le secteur privé. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, travail accompli par l'équipe gouvernementale en si peu de temps. Lors de son discours d'investiture, le président a également tenu à remercier les Ivoiriens qui lui ont accordé leur suffrage et leur confiance. Vu à quel point vous appréciez de pouvoir travailler dans la paix et en toute sécurité, vous m'avez confirmé l'importance que vous attachez à une justice équitable pour tous, à la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques et à l'amélioration de votre qualité de vie au quotidien. J'ai pu voir combien notre jeunesse demandait à être encadrée afin de pouvoir travailler et jouer son rôle dans le développement de notre nation. Ces visites ont renforcé ma conviction que nous devons accélérer la distribution des fruits de la croissance, surtout pour les plus défavorisés de notre société. De même, j'ai été conforté dans ma perception du rôle important des femmes dans notre société. Le président Alassane Dramane Ouattara a été élu à 83,66% des voix le 2 novembre 2015. Bien avant le renouvellement de son mandat, il avait promis une réforme de la Constitution. Jean-Marie, on en parlait hier notamment avec Daouda et Malik de la maturité de la classe politique ivoirienne et notamment de la maturité du FPI qui a immédiatement reconnu sa défaite. Peut-être un mot sur la maturité des Ivoiriens en général. La maturité des Ivoiriens s'exprime là-dessus, c'est une très très bonne chose parce que moi j'avais une crainte là-dessus Amira, on en avait parlé un peu avant les élections, lors de la proclamation, c'est qu'il n'y ait pas des troubles si vous voulez par rapport à la proclamation et aux antécédents, c'est-à-dire qu'il y avait émaillé un peu l'approche de l'élection présidentielle. Heureusement, là, les Ivoiriens ont montré une maturité. Ils ont agi comme un seul homme derrière leur nouveau président qu'ils ont élu. Donc, à partir de là, je trouve déjà bien qu'il n'a pas pris le temps pour pouvoir constituer une équipe gouvernementale. Donc, ça voudrait dire que c'est quelqu'un, il a en place, bien qu'il y ait eu des changements, si vous voulez, au niveau du gouvernement, il sait là où il veut aller et il veut aller très très vite parce que généralement chez nous en Afrique, quand vous avez une élection présidentielle comme ça qui tombe, on va attendre, si vous voulez, on arrive même des fois à attendre des mois et des mois pour la formation d'un gouvernement, même pour les présidents qui sont en place, comme la majorité sont dans ce cas-là. Donc, Ouattara, je trouve que le président Ouattara a été vraiment très très diligent dans ce qu'il fait parce qu'il sait là où il veut mener son pays, former un gouvernement en si
peu laps de temps, et c'est pour pouvoir mettre les Ivoiriens au travail. Et la maturité de la classe politique ivoirienne que vous avez soulignée, je l'ai souligné avec vous, Amira. Jean-François, les priorités sont nombreuses pour un pays comme la Côte d'Ivoire, mais quel est le chantier prioritaire auquel devra s'attaquer le président Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire conserve sa place de leader de l'espace CEDEAO ? Je pense que le président Ouattara l'a exprimé dans son discours d'investiture. Le défi est d'abord économique. Et sur ce plan-là, manifestement, c'est la continuité. Il s'agit d'accélérer, une continuité en accélérant, si on peut dire, d'accélérer. Lors de la campagne, d'ailleurs, je crois que nous en sommes fait l'écho en termes d'analyse ici. L'un des arguments forts de Ouattara, c'était d'avoir fait un certain nombre de choses, d'avoir réalisé d'avoir un acquis économique, en matière économique dans son pays. Et je pense que les Ivoiriens n'y étaient pas insensibles, puisqu'il a été élu. Il y a eu d'autres facteurs qui ont joué, évidemment. Le premier défi, il est économique. Pour jouer un rôle au sein de la CEDEAO, il faut remettre l'économie dans le bon sens, et puis il faut jouer ensuite le jeu du collectif dans une zone d'intégration économique. Et puis, j'en terminerai par là, je pense qu'il y a aussi des défis, même si il a évoqué tout à l'heure, le président Ouattara a évoqué tout à l'heure la question d'une justice équitable. Ça sera un de ces défis de ce deuxième mandat, parce que le premier mandat n'a pas laissé l'impression que cette justice était totalement équitable, et je pense que vis-à-vis de la société ivoirienne dans son ensemble, dont on a bien fait de souligner la maturité, cette justice équitable, cette équité de la justice sera importante pour apaiser, pour réconcilier les Ivoiriens, ce qui reste de réconciliation à faire. Alors Daouda, un bon bilan économique, on ne va pas le nier, mais peut-on parler de croissance inclusive en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara a-t-il réduit la pauvreté? Le président ivoirien a-t-il mis en place de véritables politiques sociales? Alors on ne peut pas parler de croissance inclusive pour l'instant, puisque, et d'ailleurs ça, la Côte d'Ivoire n'est pas la seule concernée, la croissance est à son plus haut niveau. Il a parlé justement dans son discours de répartition de la croissance, en tout cas pour en faire profiter aux plus défavorisés. Bon, on attend de voir lors de ce deuxième mandat. Maintenant, ce bilan économique est largement positif, en effet, les infrastructures sont là, la croissance est remise sur pied. Est-ce que la pauvreté a été réduite? La pauvreté a été réduite, je ne peux pas vous dire ça de manière formelle. Maintenant, en parlant avec les Ivoiriens quand même, on sent que c'est un président qui fait des efforts dans le domaine économique. Mais je pense que ça peut être encore mieux fait. Bon, de manière générale, quand la croissance augmente, c'est que la pauvreté est réduite dans le même temps, ce qui n'est pas forcément justifié dans les pays africains. Espérons que ce soit le mandat de la confirmation pour le développement. Et le président du Parlement de l'Union africaine a présenté ce mardi 3 novembre le projet sur l'énergie pour tous en Afrique, puisque le 15 juin 2015, rappelons-le, les 54 chefs d'État et de gouvernement de l'UE avaient accepté à l'unanimité de créer un instrument dédié au financement de projets d'électrification. C'est un sujet de Lisa Elsie à Kizimana. Électrification de toute l'Afrique, un projet ambitieux pour le Parlement panafricain. Ce lundi 3 octobre, Roger Kododang, le président du Parlement panafricain, défendait le plan de l'électrification du continent devant les députés français. Ce projet, qui a été soumis par l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo, vise à électrifier l'Afrique subsaharienne, la faisant passer de 25 à 80% en 10 ans. Le Parlement panafricain souhaite ainsi faire une levée de fonds à moins d'un mois de la conférence sur le climat COP21 qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, en France. Le COP21, c'est vraiment beaucoup d'engagement. C'est des réunions qui se terminent avec de très belles intentions, mais je crois qu'il faut commencer à poser des actes. Et ces actes doivent impacter sur le quotidien des Africains. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent qui ne pollue pas. Et dont on demande encore des efforts supplémentaires qui vont serrer les taux tout autour des budgets des différents États. Et nous pensons qu'il faut absolument que le COP21 puisse, la communauté internationale, la République française, qui demain va recevoir la COP, puisse faire des efforts pour que quelque chose soit fait en direction des pays d'Afrique. Les 54 chefs d'État et de gouvernement ont accepté à l'unanimité, le 15 juin 2015, de créer un instrument dédié au financement de projets d'électrification, que ce soit de l'énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque. L'Afrique regorge de potentialités en matière d'énergie propre.
Elle s'impose désormais en partenaire incontournable en termes d'énergie renouvelable. Nous avons ce qu'il faut pour avoir l'énergie en Afrique, principalement l'électricité propre, l'énergie propre. Nous avons des sites, par exemple, je parle de mon pays, la République démocratique du Congo, le site d'Inga. Inga, à son stade final, il suffit qu'on finance Inga. Au stade final, Inga peut alimenter toute l'Afrique et même exporter le trop d'énergie vers l'Europe qui a besoin de l'énergie propre. Ils sont en train de se battre pour l'éolienne, le solaire, tout ça. Il suffit de mettre tous les moyens au barrage d'Inga pour que toute l'Afrique soit servie et pour que le surplus aille ailleurs en Europe, en Asie, où est-ce que vous voulez. À ce jour, 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, soit 2/3 du milliard d'habitants. L'Afrique a chiffré ses besoins immédiats de lutte contre les changements climatiques à 5 milliards de dollars par an. Jean-Marie, vous en parliez en off, il y a quelque chose qui vous fâche, le nom de l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo qui revient souvent quand on parle de ce projet. Justement, parce que bon, c'est ce que je dis toujours, les Africains, nous disons à nos hommes africains qui manquent de volonté. Voilà un projet qui a été mis en place par l'ancien président sénégalais qui est Abdoulaye Wade, à travers le NEPAD. Les Africains sont incapables de porter leurs propres projets. On attend toujours que vous ayez une voix de l'extérieur qui vienne porter nos projets. À quand, si vous voulez... Peut-être que cette voix-là pèse plus sur la scène internationale. Elle pèse plus sur la scène internationale. Je ne pense pas que M. Borloo, excusez-moi, je n'ai rien contre le personnage, pèse plus que les chefs d'État africains, si vous voulez, réunis pour pouvoir monter, si vous voulez, un fonds qui puisse récolter les fonds, puisque nos gouvernements ont des garanties à poser sur la table, garanties que M. Borloo n'a pas, je suis désolé. Donc à partir de là, que les Africains soient matures, que nous sachions gérer nos projets. Quand nous les mettons sur la table, nous ne croyons même pas en nous-mêmes. On attend que vous ayez une personne extérieure qui vienne nous apporter, si vous voulez, ce que nous-mêmes nous avons déjà rédigé. Donc, c'est ce qui me fâche un peu là-dessus, Amira. Mais sinon, c'est un bon plan pour l'Afrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Afrique a besoin de cette énergie-là pour pouvoir s'industrialiser et pouvoir amener le bien-être, c'est-à-dire tout à l'heure là, concernant la Côte d'Ivoire, vous avez parlé de la relation entre la croissance et le développement. Est-ce que ça a réduit la pauvreté? Ici, là, on se retrouve à peu près dans le même cas. Ça voudrait dire qu'il faut que les fruits de la croissance puissent bénéficier à la majorité des Africains, tout simplement. Donc un projet comme celui-là, les Africains l'ont depuis, mais comme on ne croit pas en nous-mêmes, on attend que les autres viennent nous guider dans ce que nous avons à faire. Daouda Jean-Marie est très fâché, vous aussi? Moi, je suis un petit peu plus pour la paix, donc un peu moins. Mais bon, ceci dit, il a raison à ce niveau-là, puisque le leadership sur des questions aussi importantes que l'énergie, on sait très bien que c'est le point noir des économies africaines. On ne développe pas une industrie florissante sans énergie. Le tailleur, même qui va travailler dans son atelier, s'il n'a pas d'électricité, il peut pas coudre, sa machine ne fonctionne pas. Plein de petites choses comme ça. On peut citer plein d'exemples. Or, on sait que les petites et moyennes entreprises tiennent quand même l'économie en règle générale. Il faut qu'elles se développent pour que la croissance soit partagée et inclusive. À ce titre-là, on peut le regretter. Il est vrai que... mais bon, ce manque de leadership. Mais bon, ceci dit, ce qui est important, c'est que le projet est en route, le Parlement africain est derrière, et à mon avis, s'il y a le plus large soutien possible, il est tout à fait possible de le mettre en place. Maintenant, c'est un bon point de chute, on va dire, pour Jean-Louis Borloo, pour revenir sur la question, puisqu'il se retire de la scène politique française, et donc il trouve quelque chose d'assez intéressant à faire à ce niveau-là en Afrique. Jean-François, vous étiez en train de secouer la tête, vous m'avez l'air sceptique. Mais c'est parce que de temps en temps j'ai la tête lourde, donc il faut la secouer. Mais sur le sujet de fond, la représentation, moi je ne suis pas fâché, mais je vais encore plus loin que Jean-Marie. La représentation de l'Afrique dans ce projet, c'est quoi? On nous dit un parlement panafricain. Le Parlement panafricain, vous en avez déjà entendu parler en termes d'efficacité d'une décision qui a été prise. Il rend des résolutions. Nous avons des chefs d'État et de gouvernement
de l'Union africaine qui représentent nos États et qui peuvent porter ce type de projet. C'est quelque chose d'assez choquant et d'entendre la première visite qu'on rend sur ce projet avec une représentation low cost de l'Afrique, c'est au Parlement français. Bon, tout ça, et on nous dit, en plus, nous y venons comme partenaires d'un projet. Partenaire d'un projet, ça concerne qui? Le projet, il est africain. Il concerne les Africains. Il s'agit du développement de l'Afrique et finalement, nous sommes des partenaires. De temps en temps, la langue française fait bien d'avoir des mots aussi délicieux que partenaire. Jean-Marie, je voulais vous poser une question par rapport au financement. C'est peut-être pour ça qu'on cherche des partenaires. C'est peut-être pour ça que c'est représenté par Jean-Luc Borloo. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que. Sont nos partenaires. Sont nos partenaires. Mais là, on nous dit que nous sommes nous sommes les partenaires de Jean-Luc Borloo. C'est une aberration. Je peux quand même rajouter un élément, d'autant plus que on sait qu'un projet de développement, quelle que soit sa nature, pour qu'il fonctionne et qu'il soit pérenne, il faut garantir le principe de l'appropriation, c'est-à-dire que les populations auxquelles il est destiné ce projet se l'approprient. Et mieux que l'appropriation, c'est qu'il faut que les concernés, les bénéficiaires, soient à la base même de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi et évaluation du projet. Donc à ce titre-là, je rejoins mes collègues et j'espère, même si c'est partenaire, qu'on aura la place centrale dans ce qui va être fait. Alors Jean-Marie, je voulais revenir au financement. Donc on a salué cette idée. Maintenant, comment trouver les financements? Comment mobiliser les fonds et où les mobiliser? De mon point de vue, il y a une solution, Amira. Je viens d'en parler là, c'est-à-dire lors de ma précédente intervention. Vous avez l'Afrique, si vous voulez. Quand on parle de contrats internationaux, ça se passe un peu partout dans tous les pays du monde. On a besoin d'électricité en Afrique, nous-mêmes. Nos matières premières sont exploitées, ça va où? Donc on peut tout à fait, si vous voulez, gager nos matières premières. Nous en avons parlé sur ce plateau, j'étais avec Jean-François concernant Inga. Inga, il suffit tout simplement, comment dirais-je, de gager les matières premières et on est propriétaire autonome et on s'approprie beaucoup plus facilement. Donc un projet qui, selon vous, pourrait être entièrement financé par l'Afrique. Financé par les autres. Il peut être financé intégralement par l'Afrique, ce projet-là. Nos matières premières, c'est ça qui sert l'économie mondiale. Donc c'est ça qui crée de l'argent, tout simplement. Et c'est l'heure de marquer. Désolé Jean-Marie, c'est l'heure, un débat passionnant, mais c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.